Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct depuis les studios de TV5 Monde et on part tout de suite direction l'Argentine et sa capitale Buenos Aires. Alors, troisième plus grande agglomération d'Amérique latine, Buenos Aires est aussi considérée comme la ville la plus européenne du continent. C'est le centre culturel, financier, économique et politique du pays et la ville est donc aux premières loges du changement de gouvernement qui vient de s'opérer dans le pays. L'arrivée de Mauricio Macri, centre droit au pouvoir, qui met fin à une très longue tradition péroniste du pays. Alors pour parler de Buenos Aires, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Patrick Patelin, vous êtes avocat et conseiller du commerce extérieur de la France. Vous avez vécu combien de temps en Argentine? Vous êtes revenu? Ah non, vous y vivez toujours, excusez-moi. Alors vous y vivez depuis combien de temps? Depuis 1992. D'accord. Voilà, donc quelques années d'expérience d'un pays qui me plaît toujours autant. D'accord, très bien. Chloé Gerbier, vous êtes étudiante en droit et philosophie et vous avez fait un programme d'échange en Argentine et vous êtes rentrée récemment. Voilà, je suis rentrée il y a 2 semaines et j'y étais depuis 7 mois. Donc c'est tout frais là, le retour. Voilà, exactement. Et vous avez envie d'y retourner, vous m'avez dit. Oui. Alejandra Alberdi, bonjour. Vous êtes aussi conseillère du commerce extérieur de la France et responsable argentine de SOR. Vous pouvez nous présenter rapidement votre fonction ? Alors, à la SOR, je suis en charge de l'Argentine et aussi certains aspects sur l'Espagne. Et je suis chargée de mission auprès du président sur certains dossiers. D'accord. Et vous ne vivez plus en Argentine non plus? Je suis à Paris depuis 2 ans. D'accord, très bien. Jean Sanchez, vous aussi, vous êtes rentré, mais vous avez vécu très longtemps en Argentine. Et qu'est-ce que vous y avez fait? J'ai fait beaucoup de choses. Je suis parti comme directeur général d'une chaîne de télévision en 1996. J'ai fait pas mal d'autres jobs dans des multinationales. Et je suis revenu il y a 1 an, donc j'y suis resté 18 ans. Et actuellement, je développe un business international avec un partenaire américain qui est le numéro 1 mondial de tout ce qui est nutrition et anti-vieillissement. Voilà. D'accord. Pourquoi, je vais faire un petit tour de table pour savoir pourquoi le choix de l'Argentine. Donc vous, ça fait quand même un peu longtemps, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé... Moi, je suis avocat, oui, correspondant du bureau Francis Lefebvre sur ce pays, sur cette zone, essentiellement sur l'Argentine. Et je suis arrivé en Argentine avec la période des privatisations qui a été mise en place par Menem. Donc j'ai aidé à ce que les entreprises françaises s'implantent massivement, je dois le dire. À cette époque-là, à partir de 93, 94, jusqu'en 2001. J'ai malheureusement vécu aussi la crise argentine, 2001-2002, et puis l'arrivée donc du gouvernement Kirchner, qui a duré pas mal d'années, et l'arrivée maintenant de Mauricio Macri, dont on attend tous beaucoup, et l'avenir nous dira ce qui se passe. Et on va en parler aussi pendant ce plateau. Vous avez abordé un petit peu l'aspect économique de ces dernières années. Et justement, à ce propos, je vais tout de suite laisser la parole à Sébastien Yanni, qui revient un petit peu sur les raisons de la perte de croissance économique qu'a connue l'Argentine ces dernières années, justement. En ce qui concerne les freins à la croissance, nous avons connu sur les dernières années une politique économique et monétaire du type interventionniste. Nous avons, sur les différentes années, connu une inflation annuelle allant de 25 à 40%. La fermeture, ou pour le moins les restrictions douanières en matière d'importation, en matière d'exportation, ont eu un impact particulièrement dommageable sur la capacité à générer de la croissance. La régulation sur les accès en matière monétaire et sur le dollar en particulier, autant pour les entreprises que pour les particuliers, ont eu un impact sur la compétitivité. Les déficits publics voyant un nombre croissant de personnes employées dans le secteur public ont eu des difficultés à trouver leur corollaire en matière de rentrée monétaire. L'imposition, certes forte, n'a pas pu répondre à cela. Tout cela a eu un impact assez dramatique sur la capacité à générer de la croissance. Bon, alors la situation était un petit peu compliquée, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Argentine a une très grande capacité à rebondir et à se sortir de n'importe quelle situation. Jean, vous avez vécu longtemps sur place, vous avez dû vous rendre compte de cette capacité? Oui, complètement. Oui, comme disait Patrick tout à l'heure, j'ai vécu aussi la crise de 2001 et j'ai été époustouflé par la capacité de récupération
Moi, j'ai vécu la crise, c'est impressionnant. Pour les gens qui n'ont pas vécu ça, c'est quand même quelque chose de très, très impactant. Et la vitesse à laquelle les Argentins ont eu la capacité de récupérer, c'est aussi incroyable. Je veux dire, c'est des choses que dans des pays développés, Europe, États-Unis, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Enfin, on n'a pas l'habitude de ça. Alejandra, vous qui êtes argentine d'origine, vous arrivez à expliquer cette capacité à rebondir ? Alors, tout se passe très vite en Argentine. Les changements sont très rapides pour les pires et pour les mieux. Ouais. Ça fait en plus un certain entraînement. Les Argentins, parlant de l'économie, ils ont vécu l'hyperinflation, la faillite de l'Argentine, encore de l'inflation, des changements politiques, la dictature, la démocratie. Donc, quelque part, on s'habitue à s'adapter. Et quand un gros changement ou une grande crise arrive, on dit voilà, où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on s'adapte. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Argentins, ils ont une capacité d'adaptation très importante. Chose qui veut dire que tout peut changer, j'insiste, pour les pires et pour les mieux aussi très rapidement. D'accord. Chloé, un petit mot. Est-ce qu'au quotidien, on le ressent, ça ? Je pense qu'on le ressent énormément, oui. Il y avait cette étude assez intéressante qui avait été faite, qui donnait un âge aux démocraties par rapport à quand elles avaient été formées, Oui. etc. Et autant la France est une femme d'âge mûr, disons, autant l'Argentine est encore très jeune. Elle est dans un dynamisme autant culturel, économique et solidaire aussi. Il ne faut pas oublier que si l'Argentine arrive à rebondir aussi bien au milieu de la crise, etc., c'est que la solidarité y est incroyable. Incroyable. D'accord, très bien. On me signale qu'on a l'ambassadeur au téléphone. Alors, je vais lui donner la parole et je vais vous poser déjà bonjour Jean-Michel Casas. L'ambassadeur est au téléphone parce qu'apparemment Skype n'est pas en mesure de fonctionner. Il n'y a pas de problème, tant qu'on a le plaisir de vous entendre. On a un petit peu avancé dans l'émission du coup et on en est... j'ai envie de vous poser une question. On va aborder on va rentrer dans le sujet du nouveau gouvernement et j'ai envie de vous poser la question, quel est l'impact du nouveau gouvernement sur l'économie en Argentine ? Voilà, Mauricio Macri qui est arrivé le 10 décembre au pouvoir en Argentine. Quel est l'impact ? Comme vous le remarquez vous-même, c'est un gouvernement qui n'a que à peine un mois, donc l'impact est encore à ses tout débuts. C'est un gouvernement qui est clairement un gouvernement de changement, c'est un gouvernement qui veut rouvrir l'Argentine au monde, normaliser la situation, et qui a pris de premières mesures, mais l'impact va prendre un peu de temps à se matérialiser. Au moins, on peut signaler les premières mesures, la levée du contrôle des changes, qui touché complètement l'économie, et notamment les entreprises, la levée des restrictions aux importations. Beaucoup d'entreprises françaises, notamment, avaient des difficultés, étaient vraiment en situation extrêmement précaire, faute de pouvoir importer leurs intrants ou des produits nécessaires. Allô ? Oui, je vous entends. On est tous très attentifs. Vous inquiétez pas, on est là et on vous écoute. Et puis aussi, ce que je crois va dynamiser, qui a commencé à redynamiser aussi l'agriculture argentine, notamment le secteur agricole, l'atténuation, voire la suppression des impositions sur les exportations de produits agricoles, qui pénalisaient considérablement donc les exportations. Ce qui fait que depuis les mesures qui ont été prises, beaucoup de produits ont été déstockés et sont venus alimenter le pays en devise, sachant que l'Argentine reste confrontée aujourd'hui à une difficulté qui est celle de l'impossibilité d'accéder aux marchés internationaux depuis la crise de 2002 et depuis le refus de certains créanciers d'accepter la restructuration de dette, et donc confrontée notamment à des actions incessantes contre elle menées par ce qu'on appelle les fonds procéduriers. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette intervention. Je vais poser un peu d'autres questions aux intervenants et puis on se retrouve tout à l'heure. Restez au téléphone. Patrick Patelin, par exemple, au niveau de la dette aussi, des fonds vautours, quelles sont les prévisions ? Alors oui, deux petites remarques. La première, d'abord, je salue monsieur l'ambassadeur, qui m'écouterait certainement. Sur l'intervention de mon ami Yanni, qui est également conseiller du commerce extérieur,
je pense qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau trop sombre de ce qu'il y a eu, de ce qu'on a connu dans le passé. Il y a quand même une croissance. J'ai repris les chiffres, mais je vais vous les épargner. En 2006, c'était de 8,4%, pardon. En 2010, 2013 était de 2,9%. Et effectivement, en 2015, elle est tombée à 0,5%. Le principal problème, effectivement, est celui toujours, de la compétitivité. Donc, et ce problème-là, c'est un problème qui devrait être réglé le plus rapidement possible, et c'est tout ce que l'on espère de la part de ce nouveau gouvernement, qui est plein d'espoir, et c'est ce que vient de dire en quelques mots l'ambassadeur, c'est finalement le crédit qui doit être restauré dans ce pays, et que l'on attend tous. Et on l'attend tous, très bien. Pour peut-être finir sur le nouveau gouvernement, vous, Alejandra, vous êtes chargée de mission auprès du président, donc vous savez qui est cet homme. Vous pouvez nous faire une description très rapide du profil de l'homme, plus que le président. Macri. Macri, tout à fait. Alors, Macri, un homme de 56 ans, il incarne le renouveau en Argentine. Je crois que ce qui est intéressant dans sa bio en particulier, c'est qu'il s'est émancipé de son père très jeune. Son père, il a fait fortune dans le secteur de la construction. Il a créé un parti politique il y a 10 ans de zéro. Et ces partis politiques, aujourd'hui, il a remporté les présidentielles, la ville de Buenos Aires pour la 3e fois et la province de Buenos Aires qui a la moitié de la population du pays. D'accord. Et il n'est pas péroniste. Et il n'est pas péroniste. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est tout nouveau. Il a fait tout seul, de rien, mais justement, une caractéristique intéressante et de mon point de vue, c'est intéressant pour l'avenir aussi, il sait s'entourer des équipes. Il a créé un think tank il y a une dizaine d'années qui fait qu'aujourd'hui, il a des ex-CEO et des gens très compétents qui viennent des secteurs privés et qui l'accompagnent dans le gouvernement. D'accord. Merci pour cette présentation. On est un petit peu pressé par le temps. On va faire une courte pause et on revient juste après pour parler des secteurs économiques qui découlent justement de ces réformes et de cette ouverture de l'Argentine au reste du monde. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde pour cette émission consacrée à Buenos Aires. Et n'hésitez pas à nous suivre via les réseaux sociaux sur le hashtag 24H Chrono TV. Alors, on a parlé un petit peu de l'économie, des réformes attendues, etc. et de l'ouverture de l'Argentine vers le reste du monde. Quels sont les secteurs porteurs qui découlent ou qui découleront de cette ouverture? Alors, Patrick. le premier, forcément, tout ce qui est marché public, tout ce qui est service public. Ça doit être, je pense, une des priorités du gouvernement, puisque depuis 2002, l'outil est obsolète. Donc les routes sont à refaire, les aéroports en revanche ont bien été refaits, mais toute la distribution, les provinces également, et je pense que dans le domaine notamment des services publics et de l'eau, dont vous faites partie je crois, va être un domaine prioritaire. Alors il y en a d'autres auxquels on ne pense pas, comme tout ce qui est la pisciculture, qui est un domaine, les Argentins importent leurs poissons, leur saumon du Chili, alors qu'ils ont une flotte magnifique, dommage. Les fermes ostricoles. Alors je sais qu'en 2000, il y a eu une délégation qui avait été organisée par l'Ifremer
et qui avait amené un certain nombre d'ostriculteurs, de conchiculteurs, pour voir toutes les possibilités qu'il y avait dans cette zone. Et elles sont énormes. Donc je pense que c'est un axe nouveau. C'est peut-être pas l'axe prioritaire. D'accord. Ça sera les réinvestissements peut-être massifs qui doivent être faits par un certain nombre d'entreprises françaises qui sont déjà présentes et qui se posaient la question entre 2003 et 2012 de savoir si elles allaient ou non quitter ce pays. Elles ont décidé de rester, tant mieux. Et maintenant, faisons encore en sorte qu'elles croissent. Et par rapport aussi peut-être aux richesses déjà présentes en Argentine au niveau de l'agriculture, il va se passer des choses sûrement, Jean. L'agriculture a été quand même, entre guillemets, la vache à lait de l'Argentine pendant ces dernières années. C'est-à-dire qu'avec le prix des commodities qui était aux valeurs les plus hautes, le gouvernement, avec des mesures fiscales, a ponctionné énormément d'argent sur les agriculteurs. A pratiquement détruit toutes les économies régionales, et grâce à la nouvelle mesure qui a été prise par le gouvernement au niveau fiscal, c'est-à-dire éliminer les rétentions à l'exportation des produits agricoles, va redynamiser le secteur. Alors le problème aujourd'hui, c'est vrai que les prix des commodities ont baissé, n'est plus ce que c'était. C'est vrai que la situation est quand même nettement meilleure, mais c'est pas du tout gagné. C'est vrai que c'est un secteur qui apporte énormément de ressources à l'État. Ça a été en plus au niveau de la transformation des produits agricoles en vendant des produits de valeur ajoutée, et avec une grosse demande de l'Asie à l'époque, dans les 10 dernières années. Il faut essayer de retrouver des conditions similaires pour avoir une production équivalente. Mais bon, je pense que c'est quand même un secteur en Argentine qui traditionnellement est un bon secteur. Donc je pense qu'il faut compter là-dessus, aussi bien que sur le secteur de la minerie, qui est un très gros secteur. Oui. Voilà, où il y a beaucoup de potentiel aussi. Vous voulez intervenir rapidement? Juste un mot sur les infrastructures. Oui. Alors, je connais les chiffres de mon secteur, comme disait Patrick. Alors, l'Argentine a un grand besoin d'infrastructures. Un des objectifs qui a marqué le président Macri, enfin, les deux principaux, à mon avis, c'est l'ouverture au monde au marché international des financements et pauvreté zéro, qui est un objectif en Argentine assez ambitieux. Et ça passe par quoi? Ça passe pour améliorer les infrastructures en transport, dans la distribution de l'eau et l'assainissement, dans l'énergie. Rien que dans mon secteur, aujourd'hui, pour tous les pays, il y a 80% de la population qui est connectée à l'eau et 49% connectée à l'assainissement. L'objectif d'ici à 4 ans, c'est 100%, c'est hyper ambitieux, 100% connecté à l'eau et 75% connecté à l'assainissement. Les plans qui est en train de se définir, je crois, cette semaine d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement pour les prochaines 4 années, c'est 10 milliards de dollars. D'accord. Donc, intéressant pour les sociétés à qui ça peut intéresser. Bon, si vous nous entendez, et justement, si ça vous intéresse et que vous avez envie de venir travailler ou vous implanter en Argentine, on va vous donner là quelques conseils sur les différences culturelles dans le milieu professionnel, et on écoute tout de suite Chloé Proust, qui travaille, elle, dans le secteur du tourisme et qui nous dit un petit peu les codes à connaître dans les affaires. De ce que je peux voir du monde du travail en Argentine et des codes qui existent ici, je pense que ce qui ressort le plus, c'est une grande informalité dans les relations professionnelles. Parce que je pense que les Argentins aiment discuter, aiment échanger et aiment se retrouver. Donc pour moi, le côté humain passe avant le côté professionnel ici. D'autre part, je dirais qu'il faut savoir faire preuve d'une grande flexibilité pour travailler ici. Notamment en ce qui concerne les horaires et les délais. Toujours prévoir une marge supplémentaire au cas où. Et aussi en ce qui concerne le changement des prix qui est constant. Il faut savoir s'adapter à ça aussi. Enfin, pour moi, ce qui ressort le plus ici et ce que je valorise le plus dans leur façon de travailler, c'est la grande capacité d'adaptation qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver des solutions à n'importe quel problème et de manière très rapide. Et c'est quelque chose que je valorise énormément dans mon travail. D'accord, alors assez rapidement sur les différences culturelles, si vous voulez réagir à ce que vient de dire Chloé Proust, par exemple, Jean. A priori, moi quand je suis arrivé en Argentine, c'était mon patron d'ailleurs à l'époque était aux États-Unis, m'avait dit tu vas essayer de découvrir quelle est la grande différence culturelle par rapport aux pays européens ou aux États-Unis. Et j'ai mis 1 an, il m'avait dit je te donne 1 an pour savoir. Et en fait, je pense que il faut découvrir ça, il faut comprendre ça. Et un petit peu ce qu'a dit Alejandra tout à l'heure sur les mouvements du pays, les rapides changements de contexte économique. Vous savez que les gens sont très basés sur le court terme.
D'accord. Tous les business sont très basés sur le court terme et tout ce qui se passe autour du business et des relations dans le business sont vraiment basés sur le court terme. Les gens veulent gagner de l'argent très vite parce qu'ils ont la certitude de savoir ce qui va se passer dans les mois ou dans les années qui viennent. Donc c'est ce qui m'a le plus surpris. Très bien. À part l'informalité, cette chose beaucoup de choses se passent dans les cafés. On se rencontre, au lieu de parler travail tout de suite, comment ça va, On parle de foot. on parle de foot, on parle de plein de choses, et après on en vient aux choses sérieuses. Voilà. Chloé, dans le quotidien, comment vous avez vécu est-ce qu'il y a un choc culturel quand on arrive ou... Un choc culturel, je Non. dirais pas un choc. Disons que c'est agréable, c'est très agréable. Des sourires, beaucoup plus de sourires, ne serait-ce que dans les relations élèves-professeurs. En effet, c'est moins informel, mais c'est aussi plus basé sur le dialogue, même les cours. On ne fait pas que de prendre des cafés non plus. Il faut en venir aux choses sérieuses, en effet. Et ça va être d'abord basé sur les réflexions des élèves, à la place d'être basé seulement sur le théorique. Il va y avoir plus de pratiques. Et ça va être beaucoup de rencontres aussi. Des gens qui vont juste venir vers nous. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être argentin et de venir étudier en France. Ça, c'est un autre sujet. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur la création d'entreprises sur place. Patrick, est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment peut-être en termes de fiscalité, parce qu'il y a des réformes qui ont été effectuées aussi. Alors, depuis 20 ans, j'essaie de faire en sorte que les entreprises arrivent le mieux possible, atterrissent le mieux possible dans ce pays. Oui, donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? D'abord, et je pense que c'est rassurant, c'est un droit qui est directement tiré du droit civil français. Donc, on est dans un pays qui est civiliste. C'est la première remarque. La seconde remarque ? J'ai Eduardo, excusez-moi, je vous en coupe, prie. Non, mais non. parce qu'on est en direct via Skype aussi, et j'ai Eduardo c'est un petit peu son domaine de prédilection, donc tant Aussi, qu'on l'a très via bien. Skype Nous et qu'on sommes est deux. connecté, C'est je parfait. vais lui laisser la On parole. sera que plus fort. Voilà. Eduardo, bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour Laurie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On est en train de faire un focus sur la création d'entreprises sur place. Alors vous travaillez pour Jade Associates, qui est un cabinet d'experts comptables, et vous aidez les étrangers à implanter leur entreprise sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les conseils que vous donnez dans la création d'entreprises, peut-être en termes de fiscalité, de droit du travail ? D'accord. Bon, comme vous voyez, ici en Argentine, les entrepreneurs et les sociétés étrangères peuvent choisir entre différentes structures sociétaires, comme une société anonyme, une société à responsabilité limitée, ou bien pour les sociétés étrangères, une succursale directement. Et maintenant, il y a une autre qui s'appelle SAU, c'est-à-dire c'est une société anonyme unipersonnelle, c'est-à-dire il y a un seul actionnaire. Et bon, ces différentes structures, voilà, il y a différents coûts aussi, non? Mais surtout pour la fiscalité, il faut dire que la première chose, qu'il y a une convention signée entre la France et l'Argentine afin d'éviter la double imposition. Et ici en Argentine, bon, pour créer une société, soit une société anonyme, société à responsabilité limitée, pour enregistrer auprès de l'administration fiscale, ça peut demander entre 1 mois et 1 mois et demi. Et pour rapport les coûts, les charges sociales, etc., et aujourd'hui, il faut penser pour chaque salaire brut un pourcentage de 25% sur les salaires bruts comme coût des employés. D'accord. Est-ce qu'il y a un gros besoin de trésorerie aussi quand on veut s'installer sur place ? En réalité, bon, la première chose, c'est de fixer les montants de capital. Le minimum, c'est 100 000 pesos. Et après, grâce aujourd'hui à l'élimination de toutes les restrictions sur le marché de devises, on peut faire sans problème des crédits entre compagnies sans les blocages qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, c'est le montant minimum. Après, ça dépend des business plans, du secteur, s'il y a des subventions ou pas
pour attirer l'attention des investisseurs. Mais sinon, ça c'est les montants minimum. Très bien. Merci beaucoup, Eduardo, pour cette intervention. On est un tout petit peu pressé par le temps, mais en tout cas, merci pour tous ces éclaircissements pratiques. Au revoir, Eduardo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. On va faire une petite pause de pub, et on revient après. Et là, on va parler de la vie quotidienne à Buenos Aires. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. C'est la 10e heure de direct de cette édition et nous sommes à Buenos Aires. Alors, nous avons évoqué la situation économique du pays et j'aimerais qu'on parle maintenant de la vie quotidienne. Et on va commencer par évoquer le coût de la vie. Et d'ailleurs, on regarde tout de suite une vidéo de Loïc Braille qui fait une comparaison entre le coût de la vie en France et le coût de la vie en Argentine. Si vous vous déplacez de Paris à Buenos Aires, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 10%. Bonne surprise, vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris. Comptez environ 900 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales légèrement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € brut à Paris, il vous faudra 55 300 € brut à Buenos Aires pour maintenir le même niveau de vie. Merci Loïc. Alors Chloé, je vous voyais un petit peu vous agiter pendant la diffusion de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Pas tout à fait, je vous avoue. Il y a d'autres études qui ont été faites, après je ne sais pas sur quoi ça se base, je pense que ça dépend beaucoup de qui on est aussi. Bien sûr. Je pense qu'en tant qu'étudiante, on va aller chercher les endroits pas trop chers aussi, peut-être les bons plans appartements. C'est vrai que sur un site, notamment qui s'appelle Mon Stage en Argentine, très bien d'ailleurs, si des gens cherchent, dans les gens qui nous écoutent, cherchent un stage, ils disent clairement, l'étude a été faite et c'est moins cher en Argentine en vérité. D'accord. Vous pouvez donner des exemples du coût de la vie ? Il y a quand même des choses, des produits qui sont plus chers, d'autres moins chers. Dites-nous. Exactement. Tout ce qui est importé va être plus cher. L'électronique notamment va être beaucoup plus cher en Argentine. Tout ce qui est nouveau portable, nouvel ordinateur, clairement un Mac, c'est pas possible. Je veux dire, d'ailleurs, il n'y en a pas. Oui, exactement. Mais par contre, quand on va tout de suite sur la viande, les produits comme du poulet, du bœuf, etc., ça va être moins cher. Le taxi va être moins cher. Restaurant, loisirs, moins cher aussi. Les sports... souvent, c'est aussi, on trouve des choses moins chères. Les appartements, les logements, ils le disaient aussi. Sur les loyers, justement, Patrick, vous m'avez dit... J'avais fait une petite comparaison, mais comme vous avez raison, ça dépend des quartiers. Si on est à Puerto Madero ou San Telmo, ça dépend. Mais la moyenne, j'ai essayé de faire une moyenne. Il faut compter à Paris, là aussi Paris, la province, il y a encore une dichotomie importante. À Paris, il faut compter entre 20 et 30 € le mètre carré à peu près de location. Et en Argentine, entre 10 et 20. Voilà, c'est à peu près les... En location, hein, c'est pas le prix d'acquisition. Alors, le prix au mètre carré, vous avez de 1000 à 7000. Donc, 1000 dans les quartiers qui sont bien un peu plus à l'écart. 7000, ça sera Puerto Madero. Et à Paris, vous avez des sommes qui peuvent atteindre... C'est 10 000 € le mètre carré, moyenne. Voilà. Jusqu'à 30 000. Petit aspect pratique sur le taux de change. Il faut savoir qu'il y a un taux de change officiel et un taux de change officieux. Plus, c'est fini. C'est fini. Enfin, il y avait plus de... Il y avait 7 types de change. Oui. Alejandra, on vous écoute. Non, il y a un taux de change parallèle, mais il y a une toute petite différence. Mais bon, plus aucun intérêt. Ça va s'éliminer. Rien à voir. Aucun intérêt. Donc, ce qui était essentiel qu'avaient les entreprises, qui était fondamental, c'est que lorsqu'une entreprise exportait, c'était pour cette raison qu'on parle de défaut de compétitivité. C'est-à-dire quoi ? Ce qu'il fallait augmenter les salaires, et en même temps, les entreprises exportaient en dollars, mais elles avaient l'obligation, elles ont toujours d'ailleurs cette obligation de rapatrier ces dollars au taux officiel. $1, c'était 9. Alors que le marché parallèle, le marché blue, appelé blue, était à 14 voire 15.
Donc, ça fait une grosse différence. Parallèlement, il y avait une obligation, il y a toujours, on verra mars, d'ailleurs ce sont des mois fatidiques pour ce gouvernement, il y avait une obligation d'augmenter les employés, et parallèlement, vous n'aviez pas la possibilité d'augmenter de fait vos prix, parce que vous aviez un taux de change qui était imposé. D'accord. Voilà, ce qui n'existe plus Et ça aujourd'hui. n'existe plus, rassurez-vous. Donc très bien, merci pour ces précisions sur le coût de la vie. On fait de nouveau une petite pause et on revient après pour un focus sur la sécurité. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Buenos Aires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux via le hashtag 24H Chrono TV. Alors, on va parler maintenant de la sécurité sur place. C'est un pays d'Amérique latine, les gens ont envie de savoir, est-ce une ville sécure ou pas, est-ce dangereux et quelles sont les précautions à prendre. Alejandra. Alors, dans ma vision, je pense qu'il faut prendre des précautions comme dans n'importe quelle ville dans le monde, et en particulier en Amérique latine. Oui. Les précautions habituelles. Et il faut savoir aussi que les quartiers où on peut se balader ou se déplacer ils sont nombreux. Donc la partie où il y a beaucoup de quartiers, des beaux quartiers à Buenos Aires, donc c'est déjà pas mal. Et il y a eu des problèmes de sécurité ces dernières années. Encore, c'est un objectif de ce gouvernement, s'attaquer à la sécurité. Ils ont fixé ça comme un objectif fondamental. On espère qu'ils vont réussir. D'accord. Vous, Jean, pendant les années où vous y viviez, est-ce qu'il s'est passé des choses au niveau de la sécurité Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je veux dire, en général, c'est vrai que dans les derniers 10 ans, il y a eu quand même... c'est reconnu, et d'ailleurs c'est un des grands chantiers qu'a ce nouveau gouvernement. Il y a eu une grosse explosion du narcotrafic, c'est-à-dire que ils ont laissé faire, donc il y a eu une augmentation de la sécurité. Mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai entendu beaucoup d'histoires et j'ai été personnellement mis devant le fait, la réalité de la sécurité qui est assez violent. Ceci étant, c'est vrai que Buenos Aires, par rapport à d'autres villes, n'est pas beaucoup plus dangereuse. C'est vrai que si on sort de Buenos Aires, ce qu'on appelle dans le conurbano bonaerense, ça devient compliqué. Et dans certaines villes de l'intérieur de l'Argentine, notamment Rosario et Mendoza, où il y a eu quand même des poches de narcotrafic, voilà. Mais bon, je crois que ça devrait s'améliorer. Ça reste quand même une ville assez agréable à vivre, mais bon, faut faire attention. D'accord. J'aimerais avoir votre avis, Chloé, aussi en tant que jeune. Vous sortez souvent aussi, peut-être rentrer seule le soir. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que moi aussi, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et il y a des histoires, donc ça arrive vraiment, des amis qui se font pas que voler, je veux dire, il y a des un pistolet derrière physiques, le dos, d'accord. etc. Néanmoins, on s'y sent en sécurité, en fait. Je pense que c'est assez paradoxal là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher son attention. Et donc, c'est une ville dans laquelle on se sent bien, on se sent facilement bien. Et je pense que, du coup, les gens ont tendance à se sentir trop bien. Et on fait plus attention. Voilà, on fait plus attention, alors qu'il faut faire attention partout. Exactement. D'accord. Vous dites qu'on s'y sent bien, et justement, on va parler de la qualité de vie sur place et les différents quartiers, etc. Et on regarde tout de suite une vidéo de Céline Mignot à ce sujet. La ville de Buenos Aires est une ville moderne par rapport aux villes européennes. C'est une ville qui a été conçue par les Espagnols. Ils sont arrivés avec le plan sans même connaître la ville, sans même connaître la topographie de la ville. Toutes les rues sont parallèles entre elles, tous les blocs font 100 mètres par 100 mètres, toutes les maisons font 8,66 de large sur la rue, et selon sa distance par rapport à l'angle de la rue, ils sont plus ou moins profonds. C'est une ville complètement plate. Du coup, c'est très agréable pour faire de la bicyclette. C'est quelque chose qui est en train de beaucoup se développer en ce moment à Buenos Aires. C'est une ville assez verte, beaucoup d'arbres dans la rue. C'est une ville avec des quartiers très hauts, modernes, Puerto Madero, des quartiers aussi assez vertical, pas Cabildo, l'avenue Cabildo qui est dans le quartier de Belgrano, la Recoleta, et d'autres quartiers complètement bas, des quartiers beaucoup plus résidentiels, rez-de-chaussée, de petites maisons. Il y a même des quartiers qui sont du type
anglais, des quartiers du type allemand. Donc c'est vraiment très varié. Merci Céline. Alors, je me tourne vers les deux. Enfin, vous êtes rentrés vraiment récemment et vous y vivez encore. Où est-ce que vous vivez à Buenos Aires et pourquoi? Alors, je vis à Puerto Madero, mais j'aime beaucoup San Telmo. Donc, j'aime les deux, finalement, les deux extrêmes un peu. Moi qui ne connais pas ces quartiers, il faut que vous me les décriviez. Pourquoi j'aime Buenos Aires? Pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est une ville cultivée, culturelle, j'allais dire. Les théâtres, la musique, on trouve tout, on se croirait en Europe. Le théâtre Colonne est magnifique. Et puis ensuite, c'est une ville sportive. On est étonné lorsqu'on arrive en Amérique du Sud, et dans cette région d'Amérique du Sud, de voir tout le monde courir. Donc c'est les raisons principales qui font, et ensuite, effectivement, parce que c'est une ville qui est pleine d'initiatives, où il est encore possible de faire quelque chose. On parlait de l'insécurité, mais elle est liée finalement à la possibilité d'innover. L'innovation est très difficile d'avoir les deux, la création et la sécurité. Donc l'un étant le corollaire de l'autre. D'accord. Chloé, un petit mot sur la vie culturelle de Buenos Aires. Faites-nous rêver. La vie culturelle de Buenos Aires est assez incroyable. Donc en effet, vous parliez des théâtres. C'est la ville qui a le plus de théâtres par habitant au monde, Buenos Aires tout de même. Et la vie culturelle est très liée à la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir cette tendance à dire « Bon, dimanche, on va aller voir une exposition » ou « Samedi soir, on va aller au théâtre », à finalement réserver des espaces à la culture. À Buenos Aires, la culture est partout. C'est-à-dire qu'on va dans un centre culturel, mais on va aussi dans un lieu qui sera un bar, dans un lieu qui sera un lieu de rencontre, de concert, où on pourra aussi aller au cinéma parfois, aller dessiner. Ça se fait plus à l'improviste, en fait. Exactement. Et je veux dire, pour les jeunes, en tout cas, c'est assez incroyable, car on va dans des bars où on va rencontrer d'autres jeunes qui vont être là pour montrer leur poésie, par exemple, ou alors exposer leurs œuvres. Et comme ça se fait partout, ça pulse. C'est une ville jeune, vraiment jeune. D'accord. Quelques mots sur les porteños, les habitants de Buenos Aires. Jean. Moi, je voulais revenir un petit peu, 2 secondes. C'est ce qui est assez agréable. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais à Buenos Aires, on a du temps. C'est-à-dire que tout s'organise au dernier moment. On peut organiser un dîner à 8h du soir. Maintenant, on envoie des textos, des messages, et tout le monde dit ok, on se retrouve à tel endroit. Il y a plein de terrasses. Bon, c'est vrai que le climat aide quand même énormément. C'est très différent par rapport à la France où il faut tout planifier à l'avance, etc. Mais c'est vrai que c'est une ville quand même très très agréable. Les porteños sont des gens, ils se décrivent eux-mêmes comme des gens cultivés, insupportables. Ils pensent que c'est les meilleurs, non seulement d'Argentine, mais de l'Amérique latine et peut-être du monde. Il y a un côté parisien chez le porteño. Oui, là-dessus. C'est toutes des grandes capitales, mais c'est vrai qu'ils sont très. Je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de Français aiment l'Argentine, c'est que on assimile cette culture un peu à notre culture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de la France. D'une France, par exemple, des années 70, oui, qui pulsait par exemple. Ah oui, d'accord. Moi, quand je vois les films sur les années folles, etc., ou même après, ou avec tous les écrivains qui se rencontrent au café, etc., ça me fait penser à Buenos Aires. Je voudrais juste rajouter, c'est une ville très ensoleillée, parce qu'on ne l'a pas dit, et ça, c'est intéressant. Au niveau de la qualité de vie, c'est... Il y a du soleil tous les jours. C'est une ville avec beaucoup d'espace. On a beaucoup d'espace dans son appartement, dans la rue, dans les trottoirs larges. Alors, l'espace, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant. Et puis aussi, pour les gens qui ont des enfants en bas âge, une ville très intéressante. Il y a des parcs partout. On n'a pas parlé de ça, les Argentins adorent la famille. On invite beaucoup les petits copains à la maison. Les femmes qui travaillent même, elles se font un espace en semaine pour être avec les enfants et inviter des petits copains. Donc pour avoir des enfants en bas âge, c'est magnifique. D'accord, donc jeune famille pour travailler. Drôle. Là, ça donne envie. Ils sont drôles, ils ont un côté italien, très la familia. C'est un mélange de cultures. C'est vrai que c'est une ville très très multiculturelle en fait. Bon, ben vous êtes unanime. En tout cas, ça donne envie et je suis sûre que les gens qui nous regardent préparent déjà leurs valises. Et avant de préparer les valises, on va tout de suite écouter Luis Castagnino qui parle des délais et des restrictions pour le déménagement depuis la France vers l'Argentine. Il faut compter entre 30 et 45 jours porte à porte pour un déménagement vers Buenos Aires, Argentine.
Et parmi les articles, presque tout est accepté en Argentine. Il faut seulement tenir compte qu'il y a certains, on va dire, quotas. Vous ne pouvez pas prendre plus de 30 bouteilles, par exemple. Plus de 30 bouteilles, vous êtes taxé. Mais pour savoir à combien vous êtes taxé, il faut seulement voir la quantité de bouteilles en plus. Et on va dire que les œuvres d'art, il faut seulement déclarer, mettre une spécificité par rapport au type d'œuvre d'art, d'où il vient et le nom de l'artiste. Après, livres, non, vous n'avez pas de problématique, les médicaments non plus. Les voitures, il faut faire attention, il y a des échelons. Il faut savoir à combien vous allez déclarer votre voiture. Toute voiture déclarée à moins de $10 000 n'est pas taxée. À partir des $10 000, vous allez être taxé. Pour les business. Merci Louis. Alors l'émission touche à sa fin. Monsieur l'ambassadeur de France en Argentine est toujours en ligne. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous ayez le mot de la fin sur cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Très gentil, même si j'ai pas beaucoup suivi l'émission parce que on a eu quelques problèmes techniques, mais je vais essayer quand même de dire quelques mots, oui. Merci. Alors, je sais pas, je vous écoute peut-être, pourquoi est-ce que ça attire autant les Français, quel avenir pour les Français en Argentine? De ce que j'ai entendu, beaucoup de choses est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est une ville extraordinairement dynamique, où il y a une qualité de vie à l'européenne, des traditions, je dirais, méditerranéennes, on aime beaucoup sortir. Il y a une offre culturelle absolument incroyable dans le domaine du théâtre, de l'opéra, du cinéma, de la musique, de la vie nocturne. Donc ça attire beaucoup les gens. Une présence française aussi, parce qu'on est là pour parler de l'Argentine, mais on peut parler aussi d'une présence française qui est très très forte. On n'a pas eu le temps d'en parler, je crois, avant l'émission, mais il ne faut pas oublier que nous avons des entreprises qui sont implantées ici depuis très longtemps, que par exemple nos grands constructeurs, Renault et Peugeot Citroën, représentent à eux deux le tiers du marché argentin. Il y a un attrait aussi pour tout ce qui est français qui est très très fort. Il y a, dans le cadre de cette offre culturelle, de cette offre économique, il y a un attrait pour tout ce qui est français, un succès phénoménal par exemple des magasins de bouche, de gastronomie, des pâtisseries françaises qui sont vraiment le top de la mode à Buenos Aires. Toute cette ambiance qui fait que, à la fois, nous sommes dans une ville très dynamique, dans un pays qui ne demande qu'à retrouver le chemin de la croissance. Et avec le changement de gouvernement, on sent que ce dynamisme est prêt à reprendre vigueur, que la politique économique va aller dans le bon sens et rouvrir l'économie. Mais tout ceci se fait à la fois dans le cadre effectivement d'une ville et d'un pays qui est très agréable, qui est très accueillant, et où la France a une place historique très ancienne, très appréciée, et où tout ce qui est français a une image de marque et de qualité qui est impressionnante. Il y a une francophilie qui est particulièrement forte dans ce pays. D'accord, donc les Français sont les bienvenus et il y a des choses à y faire pour nous sur place. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette intervention. L'émission touche à sa fin, je vais dire au revoir aussi aux invités sur le plateau. Au revoir Jean-Michel, merci. Merci et au revoir également à tous les participants que je connais bien. Au revoir. Pour la fin, j'aimerais qu'on fasse un tour de table. Alors très rapidement, un mot sur l'Argentine, sur l'émission, ou si vous adressez à un Français qui veut s'installer à Buenos Aires, qu'est-ce que vous lui dites, Patrick? Terre d'opportunité. C'est bon, c'est deux mots. Terre d'opportunité, nécessité de validation dans les mois qui viennent, de l'espérance que nous avons tous. D'accord. Chloé? Un fort potentiel culturel et des tonnes de choses à découvrir. Très bien. Une mentalité notamment. Allez-y, n'hésitez pas. Pensez au football, qui est le golf argentin, et prenez des cours pour faire des grillades. L'asado est un lieu où on fait des business en Argentine. D'accord, donc il faut arriver en sachant déjà faire des grillades. C'est mieux, parce que les dimanches, on fait des asados avec la famille ou pour le business ou avec des amis. Donc c'est mieux déjà si on sait les faire. Chose qui est très compliquée. Et apprenez à avoir du maté. Oui, ça. D'accord. Soyez pas à l'heure. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le pays. Merci. Alors surtout restez connectés et on part pour la prochaine ville en direction de l'Afrique, au Caire.